Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour du point de presse du procureur général de la République près la cour d'appel de Niamey sur la tentative d'évasion du président déchu Mohamed Bazoum. Ensuite, nous parlerons du maintien des troupes américaines au Niger. Aux États-Unis, le Sénat a rejeté la demande de retrait des troupes américaines du Niger le 26 octobre. L'actualité, c'est aussi cette épidémie de la maladie de la diphtérie qui sévit depuis quelque temps au Niger. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Hassan Boukar, bonsoir. Bonsoir. Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant. Hussein Issa Jibo, bonsoir. Bonsoir. Et Maimouna Diado, journaliste indépendante également. Maimouna Diado, bonsoir. Oui, bonsoir, Mokhtar. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 3 octobre par la sortie médiatique du procureur général près la cour d'appel de Niamey. Sadissou Chebou a animé mardi 31 octobre un point de presse relativement à l'affaire dite tentative d'exfiltration du président déchu Mohamed Bazoum. Selon le procureur, 23 personnes civiles et militaires ont été interpellées dans le cadre de l'enquête ouverte sur l'affaire. Plusieurs biens, dont des téléphones, des armes et des sommes d'argent ont été saisis chez des personnes qui seraient impliquées dans l'affaire. Mamouna Diado, le 19 octobre, les autorités nigériennes avaient annoncé avoir déjoué une tentative d'exfiltration du président Bazoum détenu depuis le 26 juillet à la résidence présidentielle par les militaires qui l'ont renversé par un coup d'État. Avez-vous d'autres informations au sujet de cette sortie médiatique du procureur général près la cour d'appel de Niamey? Mokhtar, sans faire un détour, je n'ai pas grand-chose comme information. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce que le procureur a dit. À peu près, c'est vrai. On a entendu le CSC qui avait communiqué. Le CNSP. Le CNSP qui avait communiqué par rapport à ça. Et donc, c'était le 19 octobre. Le 19 octobre. Donc le procureur, aujourd'hui, avant-hier, il était sorti pour éclairer encore davantage la lanterne des Nigériens sur cette affaire. Est-ce que c'est parce que beaucoup de Nigériens quand même oui, en fait, ne croyaient pas? Les Nigériens ne croyaient pas. Et moi-même, je faisais partie de ces Nigériens-là. Qui avaient émis des doutes? Oui, j'avais émis des doutes jusqu'à la sortie du procureur. Donc il fallait nécessairement que le procureur sorte pour apporter des éclaircissements. Des précisions, des éclaircissements. Et des preuves. Et des preuves à l'appui de ce qui s'est passé réellement le 19. Et vous avez vu, les images ont été montrées, des armes, ou je ne sais pas, de l'argent également. En tout cas, des téléphones détruits. Ça a été vraiment ce qu'il parlait, le procureur donnait des précisions et il y a également des pièces à conviction qui étaient là. Donc, maintenant, comme lui-même il l'a dit, le procureur, nous allons laisser la justice faire son travail, puisqu'on ne peut pas aujourd'hui aller plus loin de ce que le procureur a dit. On ne peut pas commenter aussi une telle décision de justice. Et je pense que maintenant, les Nigériens, nous avons réellement mis de côté les doutes que nous avons au début. Ça nous permet aujourd'hui de savoir que réellement, ce qui s'est passé, voilà. Et nous allons attendre ce que la justice fera. En tout cas, puisqu'ils ont dit que les présumés sont aujourd'hui maintenus au niveau, donc... les complices, les auteurs et les complices, les co-auteurs, sont dans la main donc, de cette justice et nous allons voir ce que ça va donner. Pour plus donc, d'informations. Et certainement qu'ils ne vont pas s'arrêter là.
il va de temps à autre communiquer sur ça. Parce que, comme on l'a dit, les Nigériens ont besoin de communiquer, d'avoir une communication autour de tout ce que vous faites. Donc, la communication, c'est ça qui permet de faire sortir les uns et les autres du doute que nous avons. Et ça a été bien accueilli. Et ça veut dire tout simplement, si tu ne crois pas à ce que le CNSP a dit le 19, ça veut dire que là, maintenant c'est le procureur aussi qui parle. Donc c'est une voix autorisée aussi. Et on ne peut pas aller en doute à une voix autorisée contre une voix autorisée, qui sort avec des preuves. Bon, maintenant, comme on dit, wait and see. Nous allons voir la suite. Merci beaucoup, Maimouna Diado, Hassan Boukar. Beaucoup d'observateurs avaient alors émis des réserves sur ces accusations, comme l'avait dit Maimouna Diado tout de suite. C'est sur quoi est revenu monsieur le procureur général après la cour d'appel de Niamey, Hassan Boukar. Quelle est votre opinion au sujet de cette sortie médiatique du procureur général après la cour d'appel de Niamey? Merci Mokhtar. Ce que je comprends de la sortie du procureur, c'est un peu comme Maimouna l'a dit, c'est un peu pour dire à tous ceux qui ont douté de la sortie ou de la communication du CNSP sur cette tentative d'évasion, y compris les avocats de l'ancien président. Je pense que les avocats ont dit qu'il n'y avait pas eu en tant que tel de tentative d'évasion. Il y a eu donc beaucoup de doutes après la sortie du CNSP. Maintenant, le procureur est sorti pour dire vous devez croire à ce qui a été dit. Nous avons mené une enquête qui a révélé un certain nombre de choses. Elle a dit que l'enquête se poursuit, donc elle a promis de continuer à communiquer. Donc ça veut dire simplement, ce que j'ai retenu, c'est que la justice s'est saisie de l'affaire. Elle est en train de mener une enquête, n'est-ce pas? Une enquête qui a déjà révélé des choses qui, aux yeux du procureur, mérite donc de creuser, de pousser davantage. Donc je suppose que la justice finira peut-être à terme, après l'enquête, de dire s'il y aura un procès autour de cette tentative d'évasion, comment ça va se faire, tout ça. Donc je n'en sais rien. Mais je suppose que, comme il l'a promis, le procureur va continuer à communiquer et on verra si tout cela va déboucher, par exemple, sur un procès. Donc, maintenant, est-ce que le doute des différents Nigériens tombe de lui-même? Mais on ne peut pas répondre à cette question, Mokhtar. On ne sait pas. Il faut peut-être faire un sondage pour savoir est-ce que les gens continuent à croire. Mais la différence, on a le porte-parole du CNSP qui est sorti communiquer. Là, les réactions n'ont pas tardé à se faire entendre. Les gens ont posé des questions en disant comment ça s'est passé, il y a des zones d'ombre. Alors, le procureur, c'est pour dire que la justice s'est saisie. L'enjeu, c'est de dire aux citoyens qu'il y a effectivement eu quelque chose sur lequel la justice est en train d'enquêter. Donc, en ce moment, l'enjeu, c'est de dire comment la justice va traiter, quelles sont les informations qu'elle va découvrir et comment tout va se passer. Donc maintenant, c'est vraiment comme Mouna l'a dit, le wait and see, quoi. Il faut voir comment tout cela va se terminer. Merci beaucoup Hassan Boukara. Hussein Issa Djibo, que faut-il comprendre au sujet ou retenir au sujet de ce point de presse du procureur? Bon, mais le point de presse du procureur, vous savez, il y a eu des réactions juste quand le porte-parole du CNSP a porté à la connaissance de l'opinion la tentative d'évasion. Des gens ont dit... Le 19 octobre passé. Le 19 octobre, n'est-ce pas? Les gens ont dit que c'est un montage, n'est-ce pas? C'est un montage juste pour salir, terminer l'image de Bazoum. Alors que dans le communiqué du CNSP, il est dit clairement que le dossier a été confié à la justice pour les investigations et puis voir un peu les contours de l'affaire. Bon, il fallait bien évidemment que l'État sorte encore. Il n'y a pas le temps à perdre. Il faut sortir pour dire voilà de quoi il ressort. Et quand le procureur est sorti, c'était pour te donner des détails complémentaires parce que au départ, on n'avait pas de détails, on n'avait pas d'informations sur les phases, qu'il y a eu une phase préparatoire et tout. Avec la sortie du procureur, on a appris qu'il y a eu d'abord une phase préparatoire, ensuite comment ça allait se dérouler. On a eu des détails d'informations quand même qui peuvent permettre d'apprécier, parce que quand on dit que quelqu'un peut sortir de la présence, pas quelqu'un,
un groupe de personnes peut sortir de la présidence à 3 heures du matin, à la queue leu, avec des bagages, comme dans une gare, des voyageurs qui viennent. Bon, voilà. Bon, maintenant, comme les investigations vont se poursuivre, on va savoir. Mais les détails troublants quelque part, moi, je n'exclus pas, moi, je ne me mets pas dans la logique de dire que c'est vrai ou c'est faux. Mais les détails troublants que je trouve, dont j'ai causé avec quand même avec quelques gens, qu'on trouve des charlatans dans la maison où le regroupement devait avoir lieu. On est en Afrique. Parce que je ne vois pas l'audace dans un environnement, l'endroit le plus sécurisé dans ce pays. On dit que des gens se lèvent 3 heures du matin, ils prennent des bagages, ils vont sortir tranquillement. Ils ont dit avec la complicité de certains. Oui, la complicité, c'est pas la complicité. De certains éléments de la garde. C'est pas la complicité de tout le monde. Le palais présidentiel est vaste. Bon, je vais dire, quelque part, il y a du mysticisme peut-être dans l'affaire où on est arrivé à faire comprendre qu'on devient invisible. Ne sait-on jamais. Ou quand, voilà, une mixture, quand vous allez boire, vous allez sortir sans être vu. La preuve, on a dit il y a 2 éléments de la garde présidentielle qui les ont... Ça veut dire qu'ils les ont arrêtés. Et quand on fait le lien avec les charlatans qu'on a trouvés en plein travail, je me dis quelque part, on est en Afrique, hein, on n'exclut pas. On dit l'invisibilité, le pouvoir d'invisibilité. Moi, je n'exclus pas qu'ils soient tombés dans ce piège avec les charlatans. Parce que, quand même, la même nuit que les charlatans soient là, ils ont veillé jusqu'au petit matin. Parce que quand on les a trouvés, ils travaillaient encore. N'est-ce pas? Mais bon, alors, moi j'ai dit, bon, après on va découvrir exactement de quoi il ressort. Mais je me dis que c'est quand même risqué pour quand même un ancien chef d'État et ça montre un peu aussi de l'autre côté la situation de nos forces spéciales quelque part. Parce que quand des gens sont... On est en Afrique, on n'a jamais entendu ce genre de choses là où on peut corrompre des gens qui sont là, qu'on a choisis pour te garder et qui sont capables de basculer. Bon, mais on est en Afrique. Tant qu'on n'arrive pas à changer cette mentalité, tant qu'on n'arrive pas à moraliser, parce que j'ai dit, ce pays a besoin d'un travail de moralisation en profondeur, amener les gens à comprendre qu'il faut travailler, il faut vivre honnête dans la vie. Et j'ai comme l'impression que tout ce qu'on est en train de faire là, pendant 30 ans, peut-être au-delà de 30 ans, ça ne donne pas de résultat parce que ça ne change pas les hommes. Par rapport à leur approche vis-à-vis de c'est quoi le matériel, n'est-ce pas? On est dans cette situation-là. Laisse-moi finir. Oui, allez-y rapidement. Non, je vais finir. Laisse-moi finir. Mais quand les gens basculent, parce que si on ne fait pas ce travail-là, il ne faut pas s'attendre à ce que demain même, quand cette transition va finir, je ne vais pas faire la digression sur ce qu'on met en place, commission de moralisation, tout ça et tout et tout. Moi, je me dis quelque part, tant qu'on ne fait pas ce travail nécessaire, et ce travail nécessaire passe forcément par des exemples qui peuvent servir de pédagogie aux autres. Mais tant qu'on va faire des choses pour montrer juste qu'une période donnée, on a fait ceci, cela, et les mêmes gens sont réhabilités par la suite, on va continuer à vivre cette même situation. Les gens vont être corrompus. Parce que c'est une culture qui a été... On ne connaissait pas cette culture au Niger, à l'époque. À l'époque de Kounché. Vous parlez de l'époque de Kounché. Mais à l'époque de Kounché, on ne connaissait pas. Kounché est venu, il a montré l'exemple. Parce que tu montres l'exemple pour que les gens te suivent. Ceux qui sont à côté de toi, tes proches collaborateurs, il faut qu'ils montrent l'exemple. Celui qui pense qu'il peut dévier, c'est qu'on le frappe fort. Pour que les autres comprennent qu'on ne dévie pas. Voilà la ligne de conduite. Voilà. Alors, c'est dans l'environnement de la garde présidentielle on est arrivé à corrompre des éléments. Parce que, espèce sonnante et trébuchante. Mais c'est compliqué. Oui. Alors,
Mais il faut, moi je dis, bon, ça donne un peu, ça reflète un peu l'image de notre société. C'est une société totalement pervertie. Je parle sous le contrôle d'Abba, où les gens, bon, mais je ne vais pas me casser la tête pour travailler, trimer dur pour gagner honnêtement ma vie. Il y a des mécanismes où je peux facilement gagner ma vie. Si je me trouve dans des situations comme ça, où on me propose, on parle d'euros, de dollars, mais alors, Merci beaucoup, Hussein Issa Djibo. Hassan Boukar, rapidement, vous avez quelque chose à ajouter? Pour l'instant, c'est des soupçons. Il n'y a rien de confirmé. C'est juste des soupçons pour l'instant. Non, je suis d'accord. Hassan Boukar, à présent, quel est l'avenir politique pour certains acteurs au Niger? Mais l'avenir politique, c'est les électeurs qui décident. Sauf si vous prenez des gens dans des affaires, vous les amenez devant la justice, vous trouvez des preuves, vous les condamnez. Tout à l'heure, Hussein Issa Djibo venait de dire que la société est pervertie. Ça c'est pas un secret. Dire qu'il y a de plus en plus de corruption dans notre pays, que les acteurs politiques font de la promotion de la corruption, chaque Nigérien peut le dire. Je pense que c'est quelque chose dont ce pays souffre beaucoup. Maintenant, est-ce que le temps d'une transition, on peut changer ça? Je ne crois pas. On peut renforcer le dispositif répressif. On peut peut-être travailler dans la sensibilisation, dans des choses, évidemment. Il faut la conjonction de plusieurs choses pour faire reculer. On ne peut plus arriver à la corruption zéro. Maintenant, il faut, comme là je suis d'accord avec vous, il faut montrer que personne n'échappe à la justice. C'est-à-dire que si vous mettez un dispositif qui fait que lorsque vous êtes coupable, vous finissez par payer, vous finissez par répondre devant la justice, oui, ça peut changer les choses, mais ça prendra du temps. Mamoudou Diado, on va revenir vers vous. Mamoudou Diado, quel avenir politique pour certains acteurs au Niger, rapidement? Et moi, je vois déjà des acteurs qui ne viendront même pas. Ah bon? Mais oui. On vous a dit ça? Personne ne m'a dit. Qui a décrété? C'est une petite analyse que je fais. C'est la situation qui m'amène à dire cela. C'est le contexte. Si les Nigériens aujourd'hui, ce sont les électeurs qui en décident, c'est vrai. Et c'est, en tout cas, de par tout ce que les Nigériens ont vu, je pense qu'il y a des politiciens qui devraient être, en tout cas, sanctionnés pour cette malgouvernance, pour cette injustice qu'ils ont créée dans ce pays-là. Merci beaucoup, Mamoudou Diado. Hussein Issa Djibo, rapidement. Vous avez quelque chose? Quel avenir? Mais il y aura toujours des politiciens qui viendront après la transition. Mais non, mais moi, en fait, je suis quelque part. Je suis formel là-dessus. On veut changer. Il faut sévir. Sévir comment? Il faut sévir, il faut frapper fort. Et quand vous êtes trempé dans une affaire où c'est avéré, vous avez détourné, vous avez fait ceci, cela, qui compromettent les intérêts de l'État, c'est que vous soyez de manière définitive. Dans ce pays, les gens volent pour être députés, les gens volent pour être ministres, les gens volent pour être ceci, cela. Mais comment on peut changer? Il n'y a pas de changement. Il n'y a rien à faire. Quand on a affaire à un âne pour faire avancer, il faut taper. Merci beaucoup à tous. On a trouvé une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Jeudi 26 octobre, le Sénat américain a rejeté un projet de loi obligeant le président Joe Biden à retirer les troupes américaines du Niger à la suite de la prise de pouvoir par les militaires le 26 juillet 2023. La mesure a été rejetée par un vote de 86 voix contre 11 selon l'agence presse Reuters. Les États-Unis d'Amérique ont récemment reconnu le coup d'État militaire au Niger, entraînant la suspension de l'aide officielle. Mais les responsables américains avaient déclaré qu'il n'était pas prévu de modifier la présence des militaires américains dans le pays, qui sont environ 1000 soldats. Hassan Boukar, que peut-on retenir au sujet de cette affaire de maintien des troupes américaines au Niger? Bon, je pense qu'au fond, ce n'est pas très surprenant. Il n'y a qu'à regarder l'attitude des Américains depuis le coup d'État du 26 juillet.
tout de suite, on a vu un haut responsable américain arriver à Niamey pour parler avec les militaires qui ont pris le pouvoir. Le changement aussi de l'ambassadeur. Oh, le nouvel ambassadeur américain s'est installé pendant que le coup d'État a lieu, même s'il n'a pas présenté de lettres. Alors, il y a eu toute une campagne américaine, du gouvernement américain contre l'intervention militaire de la CEDEAO. Et donc, il y a eu déjà un positionnement américain qui montre qu'il y a des intérêts américains dans ce pays et il ne voulait pas que ces intérêts soient compromis. Donc, le vote du Sénat, pour moi, ça s'inscrit dans cette ligne de la défense des intérêts américains dans ce pays. Les États-Unis d'Amérique ont-ils des intérêts particuliers ici au Niger? Bien sûr, les politologues nous enseignent que tous les États réagissent selon leurs intérêts, dans le sens de protéger leurs intérêts. Les Américains disent, et ça a été rappelé lors de ce vote au Sénat américain, qu'ils ne veulent pas laisser les terrains aux Russes parce qu'ils considèrent que si eux ils s'en vont, les Russes vont s'installer à travers Wagner, comme ils se sont installés au Mali, en Centrafrique ou au Burkina Faso. Mais au-delà de ça, l'installation de bases américaines au Niger et en Afrique a toute une histoire. Je pense qu'il y a eu tout un débat où les Américains ont identifié un certain nombre d'intérêts. Les intérêts, c'est à la fois des intérêts commerciaux. Vous vous rappelez, autour de l'année 2000, ils ont fait voter l'AGOA, cet accord qui donne des facilités commerciaux pour renforcer, n'est-ce pas, les relations économiques entre les États-Unis et l'Afrique. Les intérêts américains, c'est aussi le pétrole. Et je pense que ce point de vue a été renforcé au lendemain des attentats du 11 septembre aux États-Unis pour dire une des régions du monde à partir de laquelle ils s'approvisionnent en hydrocarbures, c'est le Moyen-Orient. Or, ceux qui ont fait les attentats du 11 septembre viennent du Moyen-Orient, en particulier de certains pays comme le pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite et tout ça. Et je pense que au sein de l'opinion américaine, il fallait réduire la dépendance des États-Unis vis-à-vis de cette région du monde. Et le Golfe de Guinée est apparu comme une des régions, n'est-ce pas, à partir de laquelle les Américains peuvent s'approvisionner. Mais au-delà, les attentats du 11 septembre ont montré aussi que s'il y a des régions du monde dans lesquelles des groupes terroristes comme Al-Qaïda peuvent se développer, ils peuvent viser toujours le territoire américain. Et donc, chez les Américains, ça renforce l'idée aussi qu'il faut combattre le terrorisme à travers le monde. Et aujourd'hui, l'espace sahélien, c'est quand même un espace dans lequel les groupes terroristes ont élu domicile. Rappelons que sur le continent africain, déjà, des représentations américaines ont été visées, que ce soit au Kenya, même au Niger, à Tongo. Voilà, là, c'est l'armée américaine qui a été visée. Donc, il y a beaucoup d'intérêts. Et la position des États-Unis au Niger, ce n'est pas simplement le Niger en tant que territoire, c'est aussi la surveillance de certains pays comme la Libye, qui connaît aujourd'hui une situation particulière. C'est la surveillance du Mali, n'est-ce pas, qui est un territoire sur lequel certains groupes se sont apparemment installés, c'est ce que dit tout le monde. Mais c'est aussi d'autres intérêts, comme on est quand même voisin du Nigeria, qui est le premier producteur de pétrole en Afrique, qui est le premier marché en Afrique. Je pense qu'il y a énormément d'enjeux autour du Niger et les Américains qui ont déjà mis du temps à pouvoir obtenir cette base au Niger, qui est quand même une base importante. La base d'Agadez. Voilà, tout le monde dit qu'après Djibouti, c'est la deuxième base la plus importante américaine en Afrique. Donc, il y a énormément d'enjeux et ce qui traduit, je pense, le vote du Sénat américain, ça traduit que devant la réelle politique, devant les intérêts, on peut parfois sacrifier la démocratie. Parce que les discours des Américains... sacrifier la démocratie en reconnaissant le coup d'État? Oui, parce que la démarche américaine consiste à dire, là où les gens font une prise de pouvoir par la force, les Américains s'en vont. C'est bien ça la démarche. Et j'imagine que quelque part, le projet de loi qui a été soumis au Sénat américain épouse le contour de cette vision américaine de la politique. Mais malgré cela, les Américains considèrent qu'il y a des intérêts aujourd'hui qui vont au-delà de la défense de la démocratie et qu'il fallait rester au Niger. Et ce n'est pas rien. Les politologues nous enseignent toujours que pour certaines questions de moindre importance, les Américains ont traditionnellement laissé le terrain aux puissances européennes. C'est donc à travers les puissances européennes qu'ils essaient de gérer certaines questions qui concernent l'Afrique. Et là, sur les intérêts directs, ils sont prêts,
n'est-ce pas, à entrer en contradiction avec les Européens, d'où leur opposition à la position française qu'on voit de façon très claire. C'est-à-dire que cette position française qui consiste à dire qu'il fallait soutenir la CEDEAO, il fallait intervenir militairement, il fallait... Est-ce que là, les États-Unis d'Amérique n'ont pas lâché la France, leur partenaire traditionnel? Disons qu'ils défendent leurs intérêts. Ils défendent leurs intérêts et tous les pays agissent comme ça. Je pense qu'ils sont d'autant plus à l'aise aujourd'hui au Niger parce que la réaction de l'opinion publique nigérienne vis-à-vis des troupes françaises, elle n'est pas la même vis-à-vis de l'armée américaine. La contestation, tout ce qu'on voit autour de l'escadrille militaire à Niamey, toutes ces réactions sur les réseaux sociaux, etc., contre la présence française, est-ce que vous l'entendez sur la présence américaine? Donc, ils sont aussi un peu à l'aise de ce point de vue pour dire, pour l'instant, il n'y a pas une menace directe. Dès lors qu'on a intérêt à rester, eh bien, nous restons. Merci beaucoup, Hassan Boukara, Ousseini Sajibo. Après avoir reconnu l'existence d'un coup d'État au Niger, le département d'État américain a imposé des sanctions au Niger en suspendant officiellement son aide au pays. Et que peut-on savoir ou retenir au sujet des relations entre les États-Unis d'Amérique et la République du Niger, Ousseini Sa? D'abord, moi, ces histoires d'aide-là, moi, je suis fatigué, comme me parle d'aide. Ils ont donné l'aide, ils ont suspendu l'aide. Mais est-ce que le Niger a les moyens de s'en passer de l'aide étrangère? On a suffisamment de moyens, on a les ressources. Le problème qui se pose, on nous impose des politiques qui font que ces pays-là, on ne peut pas se développer. On ne crée pas les conditions de sortie de la dépendance. C'est ça qui fait que ça fait 60 ans, 70 ans. C'est quoi ces aides? C'est ces aides-là. Quand Jalla a dit de son vivant que Dieu l'accueille dans son paradis éternel, que si ces aides-là pouvaient développer notre pays, on ne serait pas là. On avance de gros montants, tel montant. Mais ça fait combien d'années qu'on injecte ces montants-là? Sur 2 ans, 3 ans. Ça a changé quoi? Le Niger a vécu avant qu'il y ait la colonisation. C'est un territoire qui était là avec des populations et tout, où les gens ont vécu avec les ressources propres, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, que des gens s'alarment. Non, ils ont décidé de rompre leur relation diplomatiques. Mais quand vous dites... Non, ils n'ont pas rompu les relations diplomatiques. C'est l'aide financière. L'aide. Voilà. Quand tu dis à quelqu'un, je ne te rends pas, je ne t'assiste pas, mais je reste. Mais tu irais chercher... Selon vous, c'est une bonne chose. Tu irais chercher quoi? D'abord, moi je vais dire un principe, et je suis sur ce principe-là. On a connu cette perversion-là, avec ce régime-là qui, dessus, Kounché, il est arrivé. La première chose que Kounché a fait, c'était de dire aux militaires, on avait la coopération technique en termes de formation, en termes de possibilités de changement, en termes de soutien logistique à nos armées. Ces gens sont venus. Ils ont mis en place des mécanismes pour faire venir des soldats. On ne sait même pas. Quand il y a eu Tongo Tongo, tout à l'heure tu as parlé de Tongo Tongo. Quand il y a eu Tongo Tongo là, déjà des Américains ne savaient même pas qu'il y avait des soldats américains sur le sol nigérien qui sont venus et qui a été caché aux Nigériens ici. N'est-ce pas? C'est quand il y a eu la mort de ces soldats-là que les Américains, c'était un scandale. Il y a des généraux qui sont tombés à cause de ce scandale-là. Alors, mais qu'on vient dire, non, mais ils vont décider de... Mais ils sont là. On continue les petits voyous dans la brousse là, en moto, avec des calaches, avec des armes lourdes, des petits voyous, machin, tout ça. Mais ça change quoi? Ils sont là pour défendre leurs intérêts. Pas pour lutter contre le terrorisme. Les Français, ils ont pensé qu'ils allaient nous menacer, que non, nous allons partir. Si on passe, ça va se dégrader. Qu'est-ce qui s'est dégradé? Aujourd'hui, la situation est en train de se stabiliser. Est-ce que la situation n'est pas en train de se stabiliser? Alors, moi, je veux qu'on enlève de nos têtes, tant qu'un tel ou un tel n'est pas là. Mais même si on te met en réclusion là, tu vas trouver des mécanismes de survie. Pour s'adapter. Alors, tu es obligé de t'adapter et tu vas... À partir de l'adaptation là, tu vas trouver des mécanismes qui vont te permettre de te passer de l'autre et de narguer l'autre demain. Et de dire la vérité à l'autre demain. Mais alors quand les gens se mettent dans la logique, non, ils sont allés avec elle, ils ont décidé. Mais
pendant tout ce temps qu'ils faisaient ça là, et que ce soit les Français et tout, ça a changé quoi dans le quotidien? Moi, je ne raisonne pas en termes de ceux qui disent que c'est ça qui permet de payer les salaires. Le salaire, c'est une dépense de souveraineté pour un État. Les infrastructures, c'est une dépense de souveraineté pour un État. Tout ce qui est classe, école, éducation, santé, c'est des dépenses de souveraineté. Accompagner les populations faibles qui n'ont pas les moyens de pouvoir se prendre en charge. Est-ce qu'on a tout ça? Dis-moi, avec toutes ces aides-là, la santé aujourd'hui est payante. L'éducation, il faut payer. Ah non, mais ça sert à quoi ces aides-là? Non, mais je te pose la question. Ça sert à qui? Ça sert à qui? Quand les gens s'agitent, ils vont couper. Mais ça sert à qui? Eux-mêmes qui sont dire que voilà ce que ça a changé, ce que ça a transformé. Ils viennent des petits projets par-ci, par-là. Dès que le projet meurt, c'est fini. Les populations retombent encore dans la situation de pauvreté dans laquelle on est. Parce que tout simplement, c'est juste des trucs de captation et de détournement d'argent. C'est pas autre chose. Merci beaucoup, Hussein Issa Djibo. Il faut arrêter. Maïmouna Diado, quelles sont les attentes réelles des Nigériens au sujet des relations entre les États-Unis d'Amérique et la République du Niger, rapidement? D'ailleurs, ils ne veulent même pas mieux que les Français. Ah oui. La coopération américaine au Niger? Et ça a changé quoi? C'est comme l'a dit Hussein. Quand on prend le côté sécuritaire, moi je ne vois pas ce qui a changé. Et quand ils disent qu'ils vont couper l'aide financière, leur aide au développement, et vouloir rester sur le territoire nigérien, mais moi je ne vois pas en fait leur utilité de rester aussi. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui cohabiter avec une population et vouloir ne pas les aider, et ensuite financièrement, et ensuite vouloir rester, mais pour faire quoi? Pour chercher quoi? En termes de sécurité. Les Américains aussi doivent partir selon vous? Mais les Américains doivent partir. Si aujourd'hui rien ne change dans l'insécurité, moi je ne vois pas ce que les Américains aussi cherchent ici sur le territoire nigérien. Je ne vois pas en fait. Parce que c'est l'un ou l'autre. Hein. Soit vous restez pour véritablement aider les pays du Sahel ou le Niger à sortir de cette crise d'insécurité, soit vous ne pouvez pas aider les Nigériens à sortir de cette crise d'insécurité. Dans ce cas, vous aussi, prenez le temps de prendre vos claques et s'en aller. Et c'est vrai, je suis contre... Oui, est-ce que c'est cela les vraies attentes des Nigériens? Je suis sûr, je ne dis pas que tous les Nigériens sont d'accord sur cette situation dont je viens de parler. Mais je suis sûr que la majorité sont d'accord sur ce que je viens de dire. Et ça, c'est mon avis que je donne. Je ne donne pas l'avis pour que quelqu'un X ou Y dise qu'il est d'accord avec moi ou pas. Mais ça, c'est mon avis. Tu m'as posé une question, j'ai répondu. Maintenant, si on veut savoir si réellement les Nigériens veulent que les Américains continuent de rester ici sur le sol nigérien, c'est un sondage qu'il faut faire. Il faut leur tendre le micro. Là, dans un Vox Populus, je suis sûr que tu auras ta réponse là-bas. Merci beaucoup. Mais ce qui est sûr, si réellement ce sont des vrais amis du Niger, ils doivent aider le Niger, ils doivent accompagner le Niger dans ces moments difficiles. Et ne pas sortir encore enflammer les choses. Parce que là, vous voudrez mieux qu'ils se taisent que de sortir encore pour dire qu'ils sanctionnent le Niger de par le monde sur certaines choses. Au Niger, après les régions de Zender et d'Agadez, la région de Difa, elle aussi fait actuellement face à une épidémie de diphtérie. 16 cas, dont 7 morts, ont été enregistrés dans 3 districts sanitaires de la région. Pendant ce temps, une épidémie de dengue s'est déclarée au Burkina Faso. Selon les autorités sanitaires, 274 décès dus à cette maladie ont été enregistrés entre janvier et octobre 2023,
avec près de 65 000 cas suspects. Ousseini Sajibo, rapidement. À la date du 27 octobre 2023, l'épidémie s'est propagée dans 30 des 112 districts du pays, entraînant 1716 cas confirmés et 15 décès. La région de Zander, sévèrement touchée, a rapporté 88% de l'ensemble de ces cas, rapporte l'UNICEF à travers un article publié le 30 octobre passé. Comment expliquer la progression de cette maladie, la diphtérie au Niger? La pauvreté. C'est une maladie de la pauvreté. Mais non, mais je veux dire, mais non, mais le problème de ce pays, c'est d'abord quoi? C'est la pauvreté des populations, c'est pas autre chose. C'est la pauvreté, c'est l'ignorance, c'est pas autre chose. Ils ne sont pas allés à l'école, les vaccinations, tout ça. Les gens ne font pas, de plus en plus. À l'époque encore, c'était gratuit. Mais dès lors qu'on a installé des systèmes politiques, des politiques publiques, où toi-même, ça te repousse, en tout cas, ça te retient pour que tu ailles vers les formations santé. Il faut qu'on s'entende à ça. Mais on vient, on dit, il y a tel nombre de cas. Oui. C'est une occasion pour les organismes internationaux de chercher à mobiliser encore des financements supplémentaires que les gens vont engloutir dans des frais de mission, dans des comment vais-je dire, on a fait ceci, on a fait cela. Mokhtar, moi je suis arrivé à un niveau où je me dis, où on prend conscience que on ne dit pas qu'on n'a pas besoin d'accompagnement des autres, mais il faut qu'on prenne conscience que on est tout le temps en train de maladies, diphtérie là. Ça fait combien d'années qu'on n'a pas entendu qu'il y a machin? Quand je t'ai dit tout à l'heure, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui installe les populations dans des situations où ce genre de maladie, la résurgence de ces genres de maladies peuvent comment avait dit, le taux de la progression. Oui, c'est risqué, n'est-ce pas? D'une année où on dit choléra, des choses qu'on a pensé avoir éradiquées, mais parce qu'il n'y a pas l'accompagnement nécessaire de l'État. Parce que c'est ça le mauvais jeu. On dit non, parce que les gens vont obliger, parce que la population croit. Il faut un accompagnement par rapport sur le plan sanitaire, sur le plan éducatif, sur tous les plans. Mais quand l'État se démissionne, parce que tout simplement, les politiques qui lui sont imposées par ces partenaires-là, c'est des politiques qui font qu'on ne tient pas compte. Mais on fait les recensements, on fait les projections et tout. Pourquoi? Pour apporter des solutions, pour anticiper par rapport à des problèmes qui peuvent surgir. Merci beaucoup, Ousseini Sajibo. Quand on abandonne tout ça, nous on considère qu'on a des partenaires. Les partenaires, ils se frottent les mains. Merci beaucoup, Aujourd'hui, laisse-moi finir. Aujourd'hui, non, laisse-moi finir. Je vais parler d'un cas. On est en train de recevoir chaque semaine à Asamaka des gens que l'Algérie refoule, des migrants de toute nationalité que l'Algérie refoule sur notre pays. Des gens qui ne passent même pas souvent par le Niger. Mais quand ils les prennent, directement, on vient, on jette. La population de migrants qui se trouve à Asamaka aujourd'hui dépasse la population de la ville. Alors, merci beaucoup, Ousseini Sajibo. Memouna Diado, la diphtérie est une maladie très contagieuse, évitable par vaccination. Ousseini Sajibo l'a dit tout de suite, qui peuvent être mortelles dans 5 à 10% des cas, avec un taux de mortalité plus élevé chez les jeunes enfants. Depuis 2022, la région de Zander a fait face à des foyers d'épidémie et de diphtérie, notamment dans les districts sanitaires de Tanout, Tasker, Gouré et Takaita. Quelle est votre opinion au sujet de cette maladie, rapidement? Bon, ce que je pourrais dire, je ne peux qu'augmenter sur ce que Hussein a dit. Parce qu'aujourd'hui, si les populations n'ont pas accès aux centres de santé, quand je dis accès, quand ces populations n'ont pas le moyen d'aller vers ces centres de santé, mais c'est ça qui risquerait d'arriver. À notre temps, je sais qu'on faisait les vaccinations, on ne demandait pas à X ou Y un seul franc pour te faire vacciner. Et la vaccination concernait les écoles, concernait les domiciles, les centres de santé, tout le monde se faisait vacciner gratuitement. Mais aujourd'hui, il n'y a pas cette gratuité de soins. La prise en charge est très difficile pour des populations. Tu as cité Gouré, il y a des villages qui sont
éloignés de ces centres de santé. Je suis sûr que ceux qui sont en train de mourir... Mais est-ce que c'est dû au fait que les populations n'ont pas accès aux centres de santé ou bien les médicaments? J'arrive. Les centres de santé, il faut d'abord accéder à ces centres de santé pour pouvoir avoir ces médicaments-là. Et donc, quand tu n'as pas un franc dans ta main pour pouvoir aller là où il y a nécessité d'avoir ces médicaments, mais c'est la même chose. Je me dis qu'il y a ceux qui sont en train de peut-être de trépasser ou de décéder de cette maladie-là. Si on regarde, peut-être le taux se retrouve dans des villages éloignés de ces centres de santé. Donc, vous voyez comment ça se passe. Ou des gens pauvres. Ou des gens pauvres. Parce qu'aujourd'hui, le pauvre que tu es là, tu préfères 1000 fois garder ce que tu as pour pouvoir manger, trouver de quoi manger, que de se soigner. Que de se soigner pour aller dans les centres de santé. Et aujourd'hui, cette mentalité de nos Nigériens, de nos populations, parce qu'il n'y a pas véritablement d'argent en toi, donc tu es obligé de te rabattre vers les traitements traditionnels. C'est ça aussi. Maintenant, ce qu'il faut faire, peut-être, c'est d'aller vers la sensibilisation. Essayer d'améliorer ces centres de santé. Parce qu'il y a des centres de santé qui vivent seulement avec le nom. Il n'y a pas de médicaments nécessaires pour les populations. Il n'y a peut-être même pas de vaccination nécessaire contre cette maladie-là. Donc, il faut toujours faire recours, peut-être dans les capitales comme Niamey ou dans les grandes villes, pour pouvoir accéder là-bas. Donc, c'est très difficile. Il faut toujours mettre en tête qu'aujourd'hui, une population qui ne peut pas vivre 1000 francs par jour, ou bien qui ne vit que de 1000 francs par jour, parce que ça, là, 1000 francs par jour, là, c'est même dans les grandes villes. Merci beaucoup. Dans les campagnes, là, et Mokhtar, je t'assure, c'est pas... on dit Ouetaki. Merci beaucoup. 200 francs. Merci beaucoup. C'est Maimouna Diado. Hassan Boukar, une épidémie de dengue, maladie transmise par les moustiques, a fait 214 morts au Burkina Faso depuis le 1er janvier, principalement dans la capitale Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays, a annoncé jeudi passé le gouvernement burkinabé. Ici au Niger, quelles sont les dispositions à prendre pour contrecarrer cette maladie? Je pense que, comme les autres maladies qui prennent souvent l'allure d'une épidémie, c'est l'alerte, l'alerte précoce, à mon avis. Dès qu'il y a des cas suspects, normalement, le dispositif sanitaire est là pour lancer l'alerte et pouvoir dire qu'il y a des menaces sur tel ou tel cas. Et quand ça prend une certaine ampleur, on déclare l'épidémie. Donc, normalement, c'est ce mécanisme. Les services doivent être un peu... C'est la routine, je veux dire, normalement, dans les services de santé. Maintenant, est-ce qu'ils ont été surpris par la résurgence? On est habitué, Hussein l'a dit, au choléra qui arrive quelquefois, la méningite qui arrive chaque année à certaines périodes de l'année, ou le palu. Mais est-ce que ça a surpris le service de santé? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, l'idée, c'est quand c'est détecté très tôt, ça permet au service de faire la riposte en réunissant tous les mouvements, tous les moyens nécessaires qu'il faut pouvoir le faire. Maintenant, la question, c'est est-ce que tous les moyens existent? Si les moyens existent, tant mieux, ça permet de prendre rapidement les cas en charge. J'ai cru comprendre que quand même ça a pris beaucoup d'ampleur, à Zander et tout ça. Maintenant, on parle de... La diphtérie. Voilà. Nous sommes en train de parler de la maladie de oui. Non, je veux dire, toutes les maladies, qui prennent une certaine... La diphtérie, ça concerne la région de Zander, voilà. Agadez et récemment la région de Difa. Ce que je veux dire pour toutes ces maladies, vraiment, à mon avis, c'est le mécanisme d'alerte. C'est-à-dire que pouvoir alerter à temps les services, puis prendre les dispositifs qui s'imposent à temps. Si on arrive à le faire, on réduit la propagation rapide, on fait une communication pour alerter les gens sur comment cette maladie se propage. Donc voilà, il y a à la fois la dimension curative pour les personnes déjà atteintes, toute la communication pour faire la prévention. À mon avis, c'est vraiment ça qu'il faut maintenant. Il faut que tous les mécanismes soient bien sur place afin de jouer son rôle. À mon avis, c'est ce qu'on peut faire. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative,
Ousseinissa Jibo, journaliste indépendant, et Maimouna Diado, journaliste indépendante également. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, suivez le forum à Hausa et dimanche, c'est lui en Zarma. Merci aussi à la technique côté son assurée par Amina Hassan et à la réalisation Seini Isaka. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.